Bon, non mais c'est pas la... Alors finalement votre appareil il marche? Non, il marche plus. Bonsoir. Alors, j'ai prévu de vous faire un exposé d'environ 1h10 sur ce sujet qui m'est cher. Et je ne voudrais pas que vous preniez trop de notes parce que j'ai préparé pour vous d'abord les diapositives que je vais vous montrer. Donc je vous les donnerai à la fin de la séance d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. J'ai aussi préparé un article, enfin, ça ressemble à un article sur le sujet, mais là avec une bibliographie. Et troisième document, un article écrit en langue anglaise, tout récent sur le sujet. Mais là, je vous demande de le lire avec une double lecture. D'une part, il traite le sujet d'aujourd'hui, plutôt de demain, mais aussi, c'est un article qui doit être critiqué. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes habitués à faire de l'analyse critique de travaux publiés, c'est une lecture que je vous recommande vivement parce qu'il est critiquable. Mais ça ne sera pas mon thème aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Mais vous pouvez lire avec ce double grille, cette double grille de lecture. Alors, voilà, ça c'est conflit d'intérêts potentiels. Je vous laisse les lire, je ne vais pas les commenter, sauf que j'ai rédigé avec Patrick Hardy un livre sur les troubles de la personnalité qui est en 2013. Alors, j'entre directement dans le sujet. L'évaluation psychométrique de la personnalité et des troubles de la personnalité dépend étroitement du modèle théorique de description qu'on a choisi pour aborder la personnalité. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de modèles théoriques. Les principaux sont psychodynamiques, cognitifs, relationnels, interpersonnels, sociaux. Et puis, il y a des modèles cliniques, empiriques et des modèles statistiques reposant sur l'analyse factorielle en général. Je parlerai surtout des deux derniers modèles ce soir. Mais je n'oublie pas les autres. Et on peut tout à fait imaginer des outils psychométriques centrés sur les modèles psychodynamiques, centrés sur les défenses du moi. Et il y a des questionnaires, des échelles de défense du moi tout à fait passionnantes. Pour être schématique, il faut que je sois schématique, je vais distinguer les outils catégoriels qui le plus souvent ont été développés par les psychiatres et les outils dimensionnels qui ont le plus souvent été développés par des psychologues. Je vais parcourir quelques systèmes de classification catégoriels en vous disant 2-3 mots sur chacun, comment on évaluait la personnalité avec ces références théoriques-là. Nous sommes très influencés tous par Kurt Schneider, qui était professeur de psychiatrie à Heidelberg et qui a écrit un livre sur les infériorités psychopathiques. Pour lui, les psychopathes, c'était l'ensemble des troubles de la personnalité. 1923. Les classifications plus récentes américaines, DSM et la CIM, s'inspirent tout à fait directement de Kurt Schneider, même si les auteurs ne le disent pas. Voilà la liste des troubles de la personnalité isolés dans le livre de Kurt Schneider. Il y en a 10 et vous reconnaîtrez facilement, même si aujourd'hui on n'utilise plus toujours ces mots-là, l'équivalent d'aujourd'hui. Hein. Voilà pour Kurt Schneider. Voilà pour les Américains en 1980, DSM-3.
il y avait quelque chose de plus dans le DSM-3 que dans Kurt Schneider, c'est que Kurt Schneider, lui, a fait des descriptions cliniques des troubles de la personnalité sans utiliser de critères diagnostiques, alors que les Américains, en 1980, ont exigé que tous les diagnostics reposent sur des critères diagnostiques précis en disant que quand on utilisait ce système, le degré d'accord interjuge, les concordances diagnostiques des divers jugements était meilleur, était supérieur. Et ceci est exact et a été depuis amplement montré. En matière de troubles de personnalité, les concordances interjuges sont plus difficiles à obtenir, correctes, des bonnes concordances, plus difficiles à obtenir que pour les grands chapitres de la psychopathologie, les troubles de l'humeur et les psychoses. Mais on peut y arriver à améliorer cette concordance interjuge, et on a montré qu'on l'améliorait rien qu'en utilisant des critères diagnostiques. Pour la CIM, c'est pareil. CIM 10, 1992, si mes souvenirs sont exacts, il y a de grandes similitudes, il y a des petites différences avec la classification américaine, il n'y a pas de personnalité il n'y a pas de personnalité narcissique dans la classification de la CIM, et il y a une personnalité émotionnellement labile qui a deux types, un type impulsif et un type borderline. Les borderline sont impulsifs aussi, mais ils ne sont pas que impulsif. Donc il y a des critères de recherche qu'on connaît moins que les critères américains du DSM, il y a des critères de recherche de la CIM qui mettent assez clairement en évidence ces distinctions entre deux types de pathologies de l'émotionnalité. Vous pouvez avancer un petit micro. Avancer. Vous voulez que j'avance le micro? Vers vous. Vers moi. Non, le mien. Les miens. Le vôtre. Les vôtres. Voilà. Voilà. Merci, excusez-moi. Non, mais écoutez, de rien. Alors, ces systèmes catégoriels, de faire des catégories diagnostiques pour la personnalité a été très critiqué depuis les années 80, et les critiques sont justifiées, très nombreuses et croissantes. Quand on a un trouble de la personnalité, à partir d'une certaine intensité, on n'a pas qu'un trouble de la personnalité, on a plusieurs diagnostics. C'est-à-dire que plus le trouble est grave, plus il y a une espèce de perte de la spécificité, vous voyez ? Donc les comorbidités, dans tous les troubles graves, sont très gênantes. Si on utilise des critères très stricts, très rigoureux pour définir le champ, il y a plein de patients qui sont rejetés dans des catégories dites résiduelles. Si on est plus large, on a l'épuisette ramasse plus de patients, mais à ce moment-là, on perd la spécificité très vite. Les limites diagnostiques sont arbitraires, le fait d'utiliser des critères diagnostiques, oui, mais alors 4 les plus spécifiques, pourquoi 4, pourquoi pas 3, pourquoi pas 5 il y a une part d'arbitraire dans le choix. Pas une part, c'est pas complètement arbitraire. Autre inconvénient majeur, c'est que pour toutes les personnes qui sont juste en dessous du seuil diagnostique, il y a 0, c'est pas un diagnostic, donc c'est en tout ou rien. On n'a pas de trouble ou on a le trouble. Et là, ça, c'est les spécialistes de la psychopathologie en général et de la personnalité trouvent que ce n'est pas un système correct. Enfin, il y a une instabilité diagnostique dans le temps, alors que théoriquement, une personnalité, à partir du moment où elle est forgée, formée, etc., elle existe, qu'il y a un trouble, il existe, et c'est pas instable dans le temps. Donc on n'est pas complètement satisfait. En plus, il y a une intoxication des traits de personnalité par l'état dans lequel on est.
Et les patients qui traversent des épisodes psychopathologiques, anxieux-dépressifs ou délirants, ils voient leur manifestation de la personnalité changer avec l'état. Et quand ils vont mieux, des traits disparaissent. Alors, qu'est-ce qui était de la personnalité? Qu'est-ce qui est lié à la psychopathologie? Enfin, cette influence de l'état actuel sur la personnalité de fond est gênante. Et enfin, la validité des catégories diagnostiques que nous utilisons n'est pas du tout assurée. Et l'utilité clinique, elle est aussi discutée. Je ne dis pas qu'elle est nulle, elle est discutée. Bon, donc, voilà pourquoi depuis les années 80, il y a un courant qui dit mais voilà, c'est parce que les psychiatres ont tort de s'acharner à décrire des troubles de la personnalité. Il faut décrire une personnalité normale avec des traits de caractère, des traits, des manifestations de la personnalité. Et puis dans un certain nombre de cas, quand des traits sont extrêmes, d'intensité extrême, quand la personnalité perd sa souplesse de fonctionnement psychique, on peut parler de pathologie de la personnalité. Donc, il ne faut pas partir de la pathologie mentale, il faut partir de la psychologie normale et décrire les traits considérés chez certaines personnes comme pathologiques de la personnalité. Vous voyez? Et c'est là qu'en effet, ce sont les psychologues qui, en utilisant des questionnaires de personnalité et une réflexion autour de la personnalité normale, bon, voilà. Alors d'accord, il y a depuis 40 ans, de plus en plus souvent, cette réflexion critique par rapport aux catégories des psychiatres est tentée par la dimensionnalité ou les dimensions psychiques de traits de caractère. Alors vous savez comment on fait. Il y a énormément de traits de caractère, plus de 10 000 ont été répertoriés, donc on essaye de voir lesquels sont habituellement ensemble, corrélés les uns aux autres, différents d'autres amas de traits de caractère, et c'est là qu'on n'échappe pas à la statistique, parce qu'on essaye de retrouver quelles sont les choses les plus corrélées, les plus souvent corrélées ensemble, et différents d'autres amas de traits de personnalité, et on essaye de combiner comme ça, en tâtant quelles sont les principales dimensions, quel est le meilleur nombre de dimensions différentes à isoler pour expliquer les différences interindividuelles. Qu'est-ce qui est le système le plus bref peut-être, mais complet aussi, puisqu'il faut essayer d'avoir un regard sur l'ensemble des différences interindividuelles en termes de fonctionnement psychique. Donc la tentation dimensionnelle, c'est pas du tout une solution de facilité. C'est une solution en fait de plus grande complexité encore que le fait de décrire 10 catégories pathologiques de la personnalité, vous voyez. Le meilleur nombre à retenir de dimensions, le modèle dimensionnel à privilégier, je vais vous en passer quelques-uns, vous allez voir que ce n'est pas facile du tout. Alors, et à quoi ça va servir ? Pour les personnes qui ont, par exemple, besoin d'être soignées. Donc, quel usage on va en avoir? Quelle utilité ça a? Quels sont les meilleurs outils? Questionnaire, pas questionnaire, échelle, de quel type d'échelle, etc. Lesquels sont meilleurs que d'autres? Et alors, le nombre de dimensions à retenir est un problème qui a été résolu de façon tout à fait variable par les auteurs. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Il y en a 18 qui sont 18 modèles différents qui ont été considérés comme très sérieux. Donc vous voyez, alors choisir le meilleur de ces modèles, c'est un travail extrêmement délicat. Là aussi, si vous choisissez un petit nombre de dimensions différentes, 2, 3, et si vous faites passer l'outil que vous avez choisi à des populations, vous avez de bonnes chances, d'une expérience à l'autre, de retrouver à peu près les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle un modèle robuste.
simple mais robuste, répétable, dans des échantillons différents, dans des moments différents. Plus vous augmentez le nombre de dimensions, plus vous allez avoir une approche fine de la psychologie, mais vous risquez d'avoir des résultats différents d'une étude à l'autre. Donc, c'est ce que les statisticiens disent en disant stabilité de la structure factorielle ou instabilité de la structure factorielle. À partir du moment où on a comme objet d'étude la personnalité humaine, il faut s'attendre à voir des choses tout à fait comparables dans une société, dans l'autre, à des moments différents, puisqu'on pense qu'il y a une certaine stabilité dans le fonctionnement psychique humain. Donc, vous voyez, vous entrevoyez que peut-être que c'est plus difficile que prévu. Alors, voilà quelques exemples. Psychologue anglais Eysenck, 3 dimensions, un modèle très robuste, 3 dimensions à la personnalité, extraversion, introversion et névrosisme. Le névrosisme, c'est l'instabilité émotionnelle, neuroticisme en anglais. Extraversion, introversion, névrosisme, c'est un modèle très solide. Mais il est schématique, il ne va pas nous servir à grand chose en clinique psychique, enfin psychiatrique. Il y a un questionnaire de personnalité qui a été très employé mondialement, le plus connu, MMPI, depuis 1943, mais depuis la fin du dernier siècle, moins à la mode. Je pense qu'il y a un déclin du MMPI depuis le tout début des années 2000. 10 échelles cliniques de base, et j'ai mis les noms des échelles. C'est un questionnaire, et en fonction des réponses, on monte plus ou moins dans les différentes échelles. L'hypothèse de base du MMPI, c'est un continuum. Il y a un continuum entre la personnalité normale, la personnalité avec des traits excessifs pathologiques et la pathologie mentale correspondante. C'est une hypothèse de base. Et les auteurs ont choisi ces 10 échelles-là. Je passe sur les formes plus récentes qui ont été améliorées du MMPI. On a amélioré l'homogénéité des échelles, etc. Mais ce n'est pas ça que je veux surtout dire. Je vais essayer de voir avec vous les raisons du déclin du MMPI comme questionnaire de personnalité. C'est que le modèle du continuum n'est absolument pas prouvé. Il y a même dans certaines dimensions de la personnalité des arguments pour dire que le modèle est faux. Il n'y a pas de continuum entre personnalité normale, personnalité excessive et puis pathologie mentale correspondante. Donc le modèle n'est pas valide. Les 10 dimensions, je vous ai mis là leur dénomination, mais si vous avez une idée, vous, de la psychopathologie, vous ne retrouvez pas les grandes dimensions de la psychopathologie humaine. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, pourquoi ces 10 dimensions-là et pas d'autres? Et puis enfin, on a reproché au MMPI de manquer beaucoup d'études comparatives avec d'autres modèles. Quand on construit un outil psychométrique, ce qui est élémentaire, c'est de se positionner par rapport aux autres et de montrer que le sien est préférable aux autres, supérieur sur tel point. Les gens du MMPI n'ont pas fait ça. Et enfin, dernier, qui n'est pas dans la diapo, dernière faiblesse du MMPI, c'est que les réponses dépendent, les réponses des gens examinés, interrogés, dépendent très étroitement de leur état. Et qu'on ne peut pas considérer que c'est un questionnaire de personnalité alors que c'est le titre. Voilà un peu en vrac les raisons pour lesquelles il y a un déclin du MMPI. Un modèle qui a été très populaire dans les années 2000, c'est le modèle américain de Cloninger
modèle psychobiologique, la psychobiologie moderne. Dire la personnalité, c'est du tempérament pour une part et du caractère d'autre part. Le tempérament est largement héritable, c'est la partie héritable de la personnalité, et il a décrit 4 dimensions de tempérament qui ont eu un grand succès: recherche de la nouveauté, évitement du danger, dépendance à la récompense et persistance ou endurance. Et 3 dimensions de caractère qui sont la partie acquise au cours du développement de la personnalité. L'autodétermination, c'est-à-dire la façon de déterminer sa vie, qui on est, ce qu'on veut, etc. La coopération, le rôle social, et la transcendance. Donc cette description de la personnalité en 7 dimensions, 4 de tempérament largement héritable et 3 de caractère, 3 dont 2 sont tout à fait pathologiques chez les personnes qui ont un trouble de la personnalité. Ils ont une coopération qui est basse et une autodétermination qui est basse. Donc là, on a un modèle qui est on sent que l'intérêt heuristique est important. En plus de ça, chez Cloninger, il y avait le fait que le tempérament était sous la dépendance largement de monocérébrale, donc il y avait une correspondance possible entre la sérotonine, la dopamine, et, vous voyez, et telle ou telle dimension du tempérament. Donc ce modèle a eu un énorme retentissement, dans tout le début des années 2000. Le psychiatre français qui a le plus travaillé sur Cloninger, dans la version française, c'est Antoine Pellissolo. Et il a contribué à traduire et à valider les versions françaises, parce qu'il y a eu plusieurs modifications du questionnaire. Alors dans l'article que j'ai écrit, vous en aurez un petit peu plus sur ce modèle. Alors pourquoi il y a eu une chute dans la littérature à partir des années 2000, du début des années 2000, parce que la stabilité de la structure factorielle n'a pas été considérée comme bonne. Et quand il y a eu 1 ou 2 articles qui ont montré des résultats différents de ceux de Cloninger, le Cloninger lui-même, il a mal réagi. C'est-à-dire qu'il a réagi comme quelqu'un qui se sent directement attaqué, et il a voulu défendre son questionnaire en disant que c'est parce que les statisticiens qui avaient utilisé d'autres méthodes statistiques quand ils ont obtenu des résultats différents des siens, mais qu'en fait les siens sont bons et c'était sa méthode qu'il fallait. Alors vous voyez cet argument là, il y a 2-3 années où il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, mais ça s'est terminé par le déclin, alors que le questionnaire est potentiellement intéressant, je crois. Alors, le modèle qui est le plus en vogue chez les psychologues francophones, c'est le modèle des 5 facteurs, Big Five en anglais: ouverture, conscience ou caractère consciencieux, extraversion, agréabilité et névrosisme. 5 dimensions. Et dans ce modèle des 5 dimensions, l'autre originalité, c'est que chaque dimension est définie par 6 facettes cliniques. Je vais vous les montrer dans une diapositive ou 2 après. Et que là, la valeur de ce questionnaire provient essentiellement du fait que, à la différence de ce qui a pu se passer pour Cloninger, il y a une remarquable stabilité de la structure factorielle dans le monde, mais il y a eu énormément d'études sur le modèle à 5 facteurs, le Big Five, et
de façon très très régulière, où que ça soit dans le monde, on a retrouvé ces dimensions chez des gens normaux, chez des gens malades, etc. Donc l'énorme stabilité de la structure factorielle explique l'intérêt que tout le monde a porté à ces 5 dimensions-là. Quand j'ai mis 3 croix, je n'ai pas compté moi le nombre d'études, mais c'est de l'ordre de 1000, plus de 1000 études avec des échantillons. Bon, passons. Alors il y a plusieurs questionnaires. Le Néo-Pays est le plus connu, il y en a d'autres plus courts. Là, vous verrez dans l'article, j'ai mis les références, notamment des gens qui ont travaillé en France avec ce questionnaire-là, mais c'est un questionnaire qui a été vraiment très et qui vient d'être, en 2016, Jean-Pierre Rolland a publié la forme 3, le Néo-Pays 3, chez Augrefeux, l'éditeur. Alors, je n'ai montré que quelques exemples. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 18 de sérieux. Si vous voulez lire des choses sur les 18, il faut regarder le livre qui a été publié en 2006 par un psychologue américain qui s'appelle Thomas Vidiger, à qui on avait demandé justement, dans l'optique de préparer le DSM-5, quels étaient les meilleurs modèles dimensionnels étudiés. Alors, un groupe a travaillé là-dessus et le livre a été publié. Les gens ont écrit 250 pages sur les 18 modèles les plus sérieux, en disant aux auteurs du DSM-5, maintenant choisissez-vous, parce que nous on a fait la littérature, quoi. Alors ce livre a été utile, certainement, beaucoup, pour les auteurs du DSM-5. Dans le livre, il y a aussi des pistes d'amélioration qui ont été préconisées pour ne pas continuer à être dans l'erreur des éditions précédentes du DSM, qu'il fallait diminuer le nombre des catégories pour diminuer le nombre des comorbidités, qu'il fallait absolument améliorer les fidélités interjuges plus que ce qu'on avait fait, que les critères, ça ne suffisait pas, et qu'il fallait guider les entretiens cliniques de façon soit semi-structurée, soit complètement structurée, travailler sur la qualité des critères pour avancer. Et on a suggéré un certain nombre d'entretiens semi-structurés la plupart du temps en utilisant les critères de la classification américaine, mais en utilisant aussi, pour faire le diagnostic, ces entretiens structurés en disant on améliore la fidélité interjuge. Et ceci a été largement montré. Alors, je vous ai mis les plus connus. Bruce Pfohl, le SKID de Michael First, et puis le summum, c'est Loranger, qui est l'auteur d'un outil qui est très lourd, qui permet d'obtenir des diagnostics DSM et CIM pour les troubles de la personnalité, mais c'est 3 heures d'entretien. Donc il est conseillé de le faire au moins en deux fois différentes, et puis c'est très lourd, quoi. Je ne connais que 2 personnes qui l'ont utilisé régulièrement, c'est Charles Pull au Luxembourg et sa femme, qui est psychologue. Lui, il est psychiatre. Mais enfin, vous voyez, 3 heures d'entretien pour faire un diagnostic de trouble de la personnalité, l'utilité clinique ne peut pas être... bon, c'est trop lourd. Alors, les auteurs du DSM-5, quand ils se sont penchés sur le problème de comment améliorer la situation en matière de troubles de personnalité, ils ont eu à leur disposition ce fameux livre de 2006 de Thomas Vidiger. Et puis, ils ont commencé à travailler. Avec tout ce que je vous ai donné comme renseignement sur les tendances, il faut aller vers la dimensionnalisation. Alors, c'est un groupe tout à fait
compétent, dirigé par Andrew Skodol, avec des psychiatres et des psychologues en nombre tout à fait comparable. Et ce groupe a travaillé très bien de 2007 à 2010. En 2010, ils ont fait des propositions qui, vous le savez peut-être, ont été mises sur Internet, parce qu'on on a annoncé la couleur en disant, voilà, le groupe va dans cette direction, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, les réactions du monde scientifique et non scientifique ont été très négatives. Et c'est là qu'il y a eu, dans l'histoire du développement du DSM-5, la prise de conscience qu'il y avait des difficultés plus importantes que ce qu'on avait pressenti. Et puis il y a même eu 2 démissions. Alors, celle de Lee Wesley, qui est un Canadien psychiatre et psychologue, tout à fait important, parce que c'est l'ancien rédacteur en chef de la revue Journal of Personality Disorders. Cette démission-là est liée au fait que John Lee Wesley, bien que psychiatre, pensait qu'il fallait abandonner les catégories diagnostiques. Il ne fallait pas en diminuer le nombre. Et qu'il fallait, si possible, donc d'être complètement dimensionnel. Puis comme lui-même avait créé un outil avec 18 dimensions, 290 items ou quelque chose comme ça, il préconisait son outil, certes, mais il y avait 2 choses. Hein, le principe de la dimensionnalisation, mais pure, et puis le choix de son outil que lui avait, sur lequel il avait travaillé. Et le groupe n'a pas suivi Lee Wesley. Le groupe a choisi une solution mixte, hybride. C'est pour ça qu'on dit mixte, hybride. C'est catégoriel et dimensionnel. Et pas purement dimensionnel. Et puis, accessoirement, ils n'ont pas choisi non plus, les autres, son propre système dimensionnel. Donc là, il y a eu une rupture, et c'est la raison de la démission. Qu'est-ce qui a été décidé finalement par... Qu'est-ce qui se passe là? Il faudrait plus de lumière. Il y a un peu plus de lumière du jour. Mais je ne peux pas faire revenir le jour, madame. Mais si. Non, c'est de l'autre côté. C'est bon, un tout petit peu. Un petit peu plus de jour. Un peu plus. Non, c'est pas là que le volet... Elle voulait qu'on monte les volets, pardon. Oui, mais c'est là alors. Et on les stoppe. Non, là, c'est l'électricité. Bon, je ne me prononce plus. Ça, c'est bien. Je ne me prononce plus. Donc, les premières propositions du groupe de travail ont été vraiment très mal reçues. Alors, entre 2010 et puis 2012, ils ont un peu molli, ils ont proposé des choses un peu plus soft, et finalement, ce qui a été accepté, ça n'a pas été accepté dans le cœur de la classification du DSM-5, ça a été accepté dans une section particulière destinée à la recherche. Mais on a laissé les critères de la version antérieure, qui était purement catégorielle. Donc vous voyez, il y a eu un recul. Le groupe a proposé quelque chose qui n'a pas été accepté, et finalement, l'Association américaine de psychiatrie a décidé de laisser les critères du DSM-4 et de mettre dans une section expérimentale le modèle mixte préconisé par le groupe de travail, mais en disant il faut travailler plus pour savoir si vraiment c'est un progrès par rapport à l'existant. Donc vous voyez, c'est ça qui a été, c'est cette solution-là qui a aussi été critiquée d'ailleurs. Alors, je reste longtemps sur cette diapo parce qu'elle représente par rapport au DSM-4 un changement important. La définition d'un trouble de la personnalité est plus compliquée que dans le temps.
On parle de trouble de la personnalité quand il y a deux critères obligatoires présents, le A et B. A, c'est altération d'intensité au minimum moyenne. Bon, il y a léger, moyen, grave. Altération d'intensité au minimum moyenne du soi, c'est-à-dire du sentiment d'identité personnelle et de détermination de son existence, autodétermination, et altération aussi, minimum moyenne, du fonctionnement interpersonnel. Et le fonctionnement interpersonnel, il est fait de deux choses, les capacités d'empathie que l'on a et la capacité d'établir des relations intimes avec autrui. Donc finalement, il y a altération d'intensité au minimum moyenne dans 4 dimensions importantes de la personnalité, l'identité de soi, et la détermination de son existence, et le degré d'empathie, et la capacité d'avoir des relations intimes. Bon, ça c'est la définition de base. Plus critère B, et c'est là que ce critère est devenu dimensionnel, plus présence d'un certain nombre de traits considérés comme pathologiques à extrême dans la personnalité. Et ces traits, on les trouve dans 5 grandes dimensions. Et quelles sont ces dimensions? Affectivité négative, détachement, antagonisme, désinhibition et psychoticisme. Alors, affectivité négative, on va trouver dedans le névrosisme. Oui. Détachement, c'est l'introspection un peu modifiée, donc c'est bipolaire, il y a introspection, introversion, extraversion, il est bipolaire. Antagonisme, ou l'inverse de l'antagonisme, c'est l'agréabilité. Désinhibition, ou l'inhibition, bipolaire aussi. Et puis, cette 5e dimension qui n'est pas bipolaire, qui est le psychoticisme auquel les Américains sont très attachés, qui est une pensée personnelle, particulière, bizarre, etc. La bizarrerie dans le mode de pensée. Par exemple, les personnalités schizotypiques que les Américains ont largement étudiées, ont un psychoticisme très élevé. Alors vous voyez qu'il y a bien 5 dimensions, mais ce ne sont pas exactement les mêmes dimensions que les dimensions du modèle à 5 facteurs. Si vous avez le souvenir de la diapo que je vous ai montrée, il y avait une dimension qui était l'ouverture, et qui là ne figure pas, et qui est remplacée par une autre dimension qui ne figure pas dans l'autre, dans le modèle des 5 facteurs. Et puis, ce n'est pas 6 facettes par dimension, 6 fois 130, c'est 25 facettes en tout. Donc, pourquoi? Bon, c'est une question qu'il va falloir poser. Donc, les gens qui ont le critère A et le critère B, ils ont un trouble de personnalité. Et à partir de ce moment-là, on dit, alors, quels traits ils ont? Et ou bien ils ont les traits de une des 6 catégories laissées, antisociale, évitante, borderline, narcissique, obsessionnelle, schizotypique, ou bien ils ont la définition générale, mais ils n'ont pas les traits caractéristiques d'une des 6 catégories restantes. Et à ce moment-là, on fait un autre diagnostic qui est trouble de la personnalité. Oui, personnalité spécifiée par des traits, et quels traits? Alors c'est d'autres. Quels traits? Eh bien, il y a des traits histrioniques, il y a des traits paranoïaques. Donc les gens ont un diagnostic de trouble de la personnalité spécifié par des traits de nature hystéro, parano, etc. Vous voyez? Donc c'est une façon plus compliquée que celle du DSM-4 d'arriver au diagnostic de trouble de la personnalité, et c'est bien un modèle hybride mixte. Dernière originalité de ce modèle, c'est qu'il y a un instrument unique d'évaluation qui est préconisé, c'est le Personality Inventory de
Kruger, et Kruger est un des psychologues du groupe de travail. Et donc, les gens qui étaient un peu réticents pour des raisons théoriques, ils ont aussi été plus que réticents quand ils ont vu que le groupe faisait fi un peu de tous les travaux qui ont été faits sur le modèle à 5 facteurs, le vrai, le pur, pour être remplacé par l'utilisation d'un outil qui, dans le premier article, remonte à 2012 et qui a fait l'objet de quelques travaux, mais quelques travaux, et qui est donc un modèle à 5 facteurs, certes, mais différent du vrai modèle à 5 facteurs. Ça, c'est une présentation un peu critique et négative que je vous fais. Je peux vous donner l'argument de Kruger, le principal argument de Kruger. C'est qu'il dit oui, il y a eu d'autres questionnaires utilisés, mais c'est des instruments commerciaux. Parce que le néo-pays se vend. Et c'est un marché mondialement extrêmement intéressant. Kruger, lui, il n'a pas vendu son PID, son questionnaire, il l'a mis sur Internet et il a conseillé à tout le monde de l'utiliser. En disant le commerce contre la science. Utilisez mon questionnaire, faites des études de validation, mais le voilà, il est gratuit. Et non pas un instrument commercial des... Vous voyez ? Alors, inutile de vous dire que le problème n'est pas terminé. Alors, je reviens quand même aux 5 domaines et aux 25 facettes. Je ne vais pas vous faire la lecture, je vous demande de lire ça à tête reposée chez vous. L'affectivité négative, il y a 9 facettes cliniques, le détachement 6, l'antagonisme versus l'agréabilité 6 aussi, la désinhibition versus caractère consciencieux, j'ai oublié de vous dire ça, et puis le psychoticisme, les croyances et expériences inhabituelles, l'excentricité, les dysrégulations cognitives et perceptuelles, voyez ? Voici donc les 5 dimensions retenues par les Américains. Il n'est pas du tout établi aujourd'hui qu'il y a une supériorité de ce système par rapport au néo-pays, par rapport au Big Five. Ce n'est pas établi. L'inverse non plus d'ailleurs. Hein ? Le questionnaire qui est préconisé par Robert Kruger est traduit et a été validé, étudié en français et a fait l'objet d'une étude. À titre de comparaison, je vous remontre maintenant les 5 facteurs du Big Five, mais avec les 6 facettes de chaque dimension. C'est plus simple, c'est ça qui a fait l'objet d'une véritable... pas unanimité, mais une stabilité factorielle très importante. Alors, les autres pistes, je vous les rappelle, je ne vais pas vous le redire trop. Le modèle de Livesey, j'en ai un tout petit peu parlé. Lee Anna Clark, une psychologue américaine qui a fait beaucoup de travaux. Les autres Américains, on les connaît moins en France, c'est des pistes. Et puis, je donne les pistes principales. Je vous rappelle quand même que le test de Rorschach, qui a été considéré longtemps comme un test projectif, n'est pas un test projectif, c'est un test perceptif, mais qui a 2 façons d'interpréter le Rorschach, soit le modèle psychodynamique, en France, Catherine Chabert, et le modèle d'Exner, dit en système intégré, qui est un modèle statistique, d'application, d'interprétation du Rorschach, très compliqué, mais qui a permis d'améliorer les qualités métrologiques de ce test, alors qu'elles étaient mauvaises, ces qualités métrologiques.
très mauvaises, notamment la concordance interjuge. Quand on a fait plein d'études de concordance interjuge des spécialistes du Rorschach, on s'est rendu compte qu'il y avait la plus grande diversité dans les interprétations et qu'on n'arrivait pas à progresser dans la concordance des diagnostics. C'est ça qui a fait que Catherine Chabert a toujours été restée tout à fait hostile à Exner et réciproquement, et que le test de Rorschach à un moment n'était presque plus employé comme test de personnalité. Il a commencé à le être employé qu'à partir du moment où des gens ont utilisé le système d'Exner pour l'interpréter les résultats. Donc ce test a une survie grâce à la méthode d'Exner. TAT, projectif très intéressant et aussi utilisé pour approcher la personnalité. Et puis, il y a d'autres approches dont je n'ai pas le temps de parler trop, mais qui sont des approches destinées à ne pas forcément avoir comme ambition d'explorer toutes les données de toutes les dimensions d'une personnalité, mais un trait ou une dimension. Il y a des échelles d'impulsivité, des échelles de risque. Les échelles de risque, ça va vous intéresser, parce que là, l'application pratique, on la sent, on la pressent. Il y a des gens violents, il y a des gens non violents, il y a des gens qui sont agressifs, plus ou moins, il y a des gens qui ont une agressivité généralisée, il y a des gens qui ont une agressivité que dans des domaines particuliers. Tout ça fait partie du sujet. Et il peut être très intéressant de voir qui va récidiver après un acte agressif, après un acte violent, après un acte criminel, etc. Donc c'est un champ d'application des outils psychométriques d'exploration de la personnalité énorme. Alors, pour explorer ça, l'exploration clinique traditionnelle n'a pas de grande qualité. Elle est insuffisante, cette façon de discriminer les gens en dangereux, potentiellement dangereux, ou qui va être dangereux. Alors ça, on le sait depuis 80. Il y a eu plusieurs ouvrages importants pour dire que l'appréciation du risque de violence et de récidive clinique est difficile. Il y a des gens qui ont osé écrire que l'évaluation par des experts du sujet n'était exacte dans un tiers des cas, ce qui n'est pas très bon, vous reconnaîtrez. Donc comment améliorer cette situation ? Grâce à Madame Rodari, nous avons aujourd'hui identifié Nicolas Lacombe-Albert, qui a fait un livre en 2009 sur l'expertise psychocriminologique, a montré que les concordances interjuges étaient assez bonnes pour le domaine des perversions, de la psychopathie, de la personnalité narcissique et de la psychose, mais médiocres en termes d'état limite, mais médiocres pour l'état limite, la personnalité borderline ou la paranoïa. Et pour les personnalités borderline, c'est au point que dans l'étude qui est proposée par Combe-Albert, c'est le diagnostic de personnalité borderline avait été porté à 20 reprises, 10 fois par des psychologues et 10 fois par des psychiatres. Aucun patient n'avait vu ce diagnostic porté conjointement par les deux catégories professionnelles. Donc il y en avait bien 20, mais pas les mêmes. Donc vous voyez, il n'y a pas l'aveu de l'insuffisance de la démarche est flagrant là. Alors, comment améliorer la situation ? Il y a deux types de techniques qui ont été utilisées. Il y a les outils actuariels et puis les entretiens structurés. Les outils actuariels, alors,
vous avez une échelle d'évaluation qui essaye d'apprécier quelle est l'importance du risque de récidive. Vous le faites passer à des récidivistes et à des non-récidivistes. Les notes des récidivistes sont plus hautes et vous pouvez calculer l'intérêt de l'outil en calculant l'air qui est sous la courbe entre les deux. Hein, et plus l'air sous la courbe est élevé, plus l'outil permet en effet de distinguer un récidiviste d'un non-récidiviste. Alors vous pouvez trafiquer votre truc, air sous la courbe, le transformer en indice de ce qui a été fait, et donc vous avez comme ça, vous pouvez évaluer l'intérêt relatif des outils en retenant que les outils qui ont un indice très élevé. Alors ça a été fait. Il y a une checklist de psychopathie qui est très connue, qui a été étudiée en langue française par Thierry Pham qui travaille en Belgique et qui sert au diagnostic de psychopathie et qui a montré qu'il y avait deux dimensions distinctes dans la psychopathie, une dimension affective, interpersonnelle et une dimension comportementale. Il y a des notes diagnostiques et c'est une échelle qui est intéressante. Voilà les 20 items considérés comme les plus importants pour faire le diagnostic de psychopathie. Et voilà les 10 premiers. Voilà les 10 derniers. Et globalement, ça marche. Il y a une limite diagnostique qui est un petit peu différente chez les Belges et chez les Français. Enfin, c'est plus du domaine de la plaisanterie. Alors, Alexandre Baratta a développé des arguments. Il y a un article très bien dans les annales médico-psychologiques où il montre que ça a amélioré la situation, mais ce n'est pas une vérité révélée, et c'est le fait d'utiliser des échelles actuarielles n'empêche pas que l'outil il est figé aussi, il ne prédit pas du tout le type de violence qui est à redouter, et puis on peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas de recherche ou quasiment pas de recherche sur les faux positifs. Or les faux positifs c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont les résultats faux positif, ça veut dire que je prévois que celui-là va récidiver alors qu'il ne récidive pas. Pourquoi ? Et là, il n'y a pas de quasiment pas de recherche. Pourquoi ? Parce que c'est difficile à étudier, et puis parce qu'à côté des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection, c'est-à-dire des choses qui empêchent les gens de récidiver. Alors on peut étudier, et il faut l'étudier, quels sont les facteurs, parce que quand on a comme ambition de diminuer la récidive des violents, bien sûr qu'il faut se mettre dans les meilleures conditions, donc il ne faut pas se satisfaire des items du passé qui font que il a été violent, il a été agressif, etc. Il faut réfléchir sur d'autres, vous voyez ? Alors ça, l'échelle ne va pas le donner. Alors, c'est un peu pour répondre à cette critique que certaines échelles sont qualifiées d'outils structurés. Historical Clinical Risk 20, par exemple, c'est la seule que je connais. Les autres, je les ai mis, mais je ne les connais pas. Alors, je ne vais pas en parler. Hein. Voilà, cette échelle particulière du risque, il y a 20 items, mais 10 items font partie des antécédents, mais il y a 5 qui font partie de la clinique, mais qui ne sont pas des antécédents, et puis 5 qui sont de nature un peu différente, qu'on a appelé gestion du risque. Là aussi, la validation francophone de cette échelle a été faite par Thierry Pham, et la valeur de l'outil pour dépister
une récidive possible, potentiellement possible, cette valeur est assez importante. Elle n'est pas fondamentale, mais elle est assez importante. Voilà les items historiques, là, ça n'a aucun intérêt par rapport à l'autre échelle que je vous ai montré. Je m'intéresse surtout aux 10 items nouveaux. Voilà l'introspection difficile, la prédominance d'attitudes négatives, les symptômes actifs de maladie mentale, l'importance de l'impulsivité et le fait d'avoir été résistant au traitement sont des facteurs péjoratifs pour augmenter le risque de récidive. Et les 5 derniers, gestion du risque, c'est des données cliniques comme les projets que font les gens qui manquent de faisabilité. Quand quelqu'un est en traitement et puis qu'il fait des projets d'avenir, il y a des gens qui font des projets réalistes, d'autres qui font des projets irréalistes. L'exposition à des facteurs déstabilisants, le manque de soutien personnel, l'inobservation des mesures curatives et l'existence de facteurs de stress actuels importants. Voilà 5 éléments cliniques qui ont une valeur pronostique. Encore une fois, si vous voulez, quand on a comme ambition de traiter les gens et de diminuer leur potentialité de risque, c'est bien sûr qu'il faut travailler sur ces... plus tard, je préfère. C'est qu'il faut travailler sur ces caractéristiques-là, sur un plan thérapeutique. Je résume ma première partie, je regarde l'heure. Oui, eh ben, je suis mal. J'ai encore 20 minutes à vrai. Donc, je résume ma première partie. D'accord, le nombre d'études en faveur d'un modèle dimensionnel ne cesse d'augmenter. Le modèle à 5 facteurs, d'accord, mais quel modèle à 5 facteurs? Il y en a plusieurs. Donc, il va falloir travailler. Il va falloir faire des études pour pouvoir répondre à ces questions que je vous ai déjà montrées. D'accord, mais avant de se précipiter sur ces études, il faut que je revienne sur l'histoire de la dimensionnalisation. Est-ce que c'est bien vrai qu'on est en marche pour la dimensionnalisation? Il y a des enquêtes qui l'ont montré un peu en 2007. Tout ça est aux États-Unis. Quand on s'est mis à interroger les experts mondiaux des troubles de la personnalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux étudier ça? Rester catégoriel, passer au dimensionnel ou au mixte. Et en 2007, ça paraissait, les experts, ça paraissait, il y avait une nette majorité. Oui, il veut aller mieux être dimensionnel, et l'approche hybride mixte était souhaitable pour franchement la majorité des experts. En 2007. Et puis en 2010, il y a une psychologue qui s'appelle Mullins-Sweet, sous la direction de Thomas Vidiger, toujours le même, qui a fait une nouvelle enquête. Et cette enquête a été publiée en 2012. Je ne veux pas vous assommer avec des détails, mais clairement, sur 150 spécialistes, c'est une minorité des experts qui s'est déclarée favorable aux catégories, et au passage des catégories aux dimensions. Une minorité des experts. Et la majorité des experts considèrent que toutes les catégories précédemment isolées sont utiles. Toutes. Il n'y en a qu'une qui affleure la moitié à peu près des jugements, c'est la personnalité histrionique. Pour dire que ça ne sert pas à grand chose de faire ce diagnostic. Mais c'est la seule, et c'est pas complètement vrai. Il faut mettre ensemble, et pas du tout intéressant, et puis limite intéressant. Voilà. Et donc, cette enquête montre une chose, c'est que les psychiatres sont toujours, quoi qu'ils le disent, tout à fait liés aux catégories.
et peut-être hostile aux dimensions des psychologues. Alors, ça, c'est un article. Là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est l'article que je vais vous donner, qui vient de sortir, qui est le tour des études faites aujourd'hui avec la proposition américaine du modèle alternatif mixte et les études faites avec ce fameux outil PID 5. Et les auteurs, alors le même Kruger, c'est l'auteur, hein, mais les autres, c'est 5 psychologues très disséminés dans le territoire américain et qui ont travaillé sur ce sujet et qui ont amassé les arguments pour lesquels il faut être plus pour ce questionnaire-là que pour d'autres questionnaires. Alors il fait le point sur les travaux actuels. Il oublie, c'est ça qui n'est pas très scientifique, il oublie de signaler qu'il y a eu une traduction française et une étude de ce questionnaire, et cette étude est publiée, mais les auteurs ont eu vraiment des difficultés pour le faire publier. Kruger, il avait été pressenti pour être auteur, puis il a décliné la proposition d'être auteur parce que les résultats ne lui convenaient pas suffisamment. Et les résultats sont intéressants, mais il y a le caractère unidimensionnel de la principale dimension intéressante qui est l'instabilité émotionnelle, l'affectivité négative. Eh bien, l'unidimensionnalité n'est pas assurée pour cette dimension-là. Et on a bien, en revanche, retrouvé les 5 facteurs. J'ai un attachement personnel particulier pour cet article, puisqu'il y a 2 ou 3 Français dedans, dont Ludovic Giquel et Jean-Pierre Roland, qui a beaucoup travaillé pour le Néo-Pays révisé. Donc, c'est des résultats intéressants, qui n'ont pas été jugés suffisamment intéressants par l'auteur du test, qui ne le cite pas dans l'article que lui-même fait sur le sujet. C'est ça qui n'est pas très correct, je trouve. Voilà, sinon le PID, 220 items, voilà les consignes générales, voilà les premiers items, mais c'est pas très intéressant, ça, je vous l'aurai. Et puis voilà la cotation de ce questionnaire. Et voilà le plan de la fin de l'article qui est bien fait, qui fait le tour de toutes les études comparatives qui sont menées actuellement dans le monde avec ce questionnaire, que vous lirez à tête reposée. À la fin, j'ai trouvé des études qui sont un peu optimistes quand ils parlent de concordance suffisamment bonne entre les diagnostics des cliniciens et ceux auxquels aboutissent les outils psychométriques. Et cette expression est trop optimiste, et j'ai trop, par ailleurs, insisté sur les difficultés justement à obtenir, à atteindre une concordance suffisamment bonne en matière de... Donc, je trouve qu'il y a là, la vérité scientifique est un petit peu... Et puis, dans la fin de cet article, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le 3e ouvrage, enfin, annoncé. Zachar et Michael First, ils sont en train de... pour améliorer la concordance interjuge des diagnostics, en train de fabriquer un entretien structuré, un peu comme ceux que je vous ai montrés pour le DSM-3, mais centré sur les propositions du DSM-5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce Michael First, qui est lui l'auteur d'un outil qui a été très très utilisé avec les critères diagnostiques des DSM 3 et 4 dans le monde. Donc le fait qu'il participe à la rédaction d'un entretien structuré avec les critères du DSM-5, expérimentaux du DSM-5, me paraissent pour demain très, très intéressants, très importants. Et puis le dernier article dont je vous recommande la lecture,
qui vient, il n'est même pas, il est sur Internet, mais il n'est pas encore publié. C'est une première étude de gens qui utilisent la classification à venir de la CIM 11 pour la personnalité, et ils disent que leur objectif est d'harmoniser les deux systèmes diagnostiques. Alors je pense que c'est pas vrai. Ils proposent 5 domaines: affectivité négative, détachement, troubles de la sociabilité, des inhibitions. Bon, là, vous retrouvez des choses des classifications antérieures. Et puis la 5e dimension, c'est la Dancasti, et la Dancasti est très populaire chez les auteurs de la CIM, mais ça n'a rien à voir avec le psychoticisme des Américains. Donc cette 5e dimension, c'est pas la même du tout. Et donc de dire qu'on travaille à l'harmonisation, non, c'est un système différent. Il y a 5 facteurs, d'accord, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Là, c'est trop, là, c'est trop. Et conclusion, j'ai 3 diapos de conclusion. Des regrets, un espoir. Alors, la recherche sur la personnalité normale et pathologique, sur les troubles et l'évaluation est très active dans le monde actuellement, et il y a indiscutablement une hégémonie américaine dans cette recherche-là. Alors on peut lutter contre l'hégémonie américaine, ou tenter de, mais à mon sens, ça ne passe pas, le fait de lutter contre, ne passe pas par le boycott des travaux des psychologues et des psychiatres américains qui travaillent sur le DSM. Je dis ça pour mes amis, mes quelques amis qui sont hostiles au DSM. Et je vais terminer sur une classification française des troubles mentaux dans laquelle il y a quelques pages sur la personnalité. C'est la classification française des troubles mentaux sortie fin 2015 chez un petit éditeur de province, mais par des gens connus chez nous, Jean Garabé et François Kammerer. Alors il y a 2 catégories dans cette classification-là qui concernent la personnalité. Il y a une catégorie qui s'appelle caractère névrotique, pathologie névrotique de la personnalité à l'âge adulte, et puis une autre catégorie qui s'appelle troubles de l'organisation de la personnalité, dans lesquels on trouve état limite. Et il y a 2 catégories d'état limite. Il y a l'état limite avec prédominance de troubles de la personnalité et état limite avec prédominance de troubles du comportement. Et puis, il y a des troubles spécifiques, personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, autres troubles de l'organisation de la personnalité, dont l'organisation perverse, et troubles de l'organisation de la personnalité non spécifiée. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai lu attentivement les pages consacrées, enfin j'ai lu tout le livre, mais j'ai lu attentivement les pages consacrées à la personnalité. Il n'y a pas du tout d'études cliniques. C'est uniquement un livre théorique qui n'est pas testé cliniquement. Il ne propose pas de critères diagnostiques, il propose une description clinique qui est fine et très psychodynamique dans l'esprit, mais c'est le retour, pour moi, c'est le retour à une description clinique de type schneiderien, sans critères diagnostiques, et centré sur la psychodynamique, ce qui n'est pas pour moi une critique, mais ce qu'ils disent sur l'état limite, c'est assez compliqué, c'est très fait de mécanismes de défense utilisés, préférentiellement par le moi, avec les clivages, avec ce que vous connaissez dans le trouble d'organisation de type borderline grave de la personnalité, c'est tout à fait ça, mais ce n'est pas défini, ce n'est pas critérisé, et ce n'est pas étudié. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, il y a eu une étude qui a montré ça. Ce sont des affirmations théoriques.
J'ai discuté plusieurs fois avec Kammerer et Garabé, et j'ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas proposer une classification sans l'avoir confrontée aux autres systèmes, et sans avoir dit, sur ce point-là, ma classification est meilleure. Elle est plus efficace, elle est plus utile, ou les gens vont l'accepter, ils vont l'utiliser. Il n'y a rien de tout ça dans ce livre. Non seulement il n'y a rien de tout ça dans ce livre, mais quand on a discuté ensemble, ils étaient assez contre le fait qu'il y ait une étude. Donc là, ça, vous comprenez, c'est le regret. Et puis, j'ai cette réflexion ça remonte à il y a quelques années, ça. Un de mes collègues, distingué collègue, professeur de psychiatrie, un jour a dit « Les troubles de la personnalité, ça n'existe pas, c'est des inventions de psychologues. » Alors, oui, mais voilà. Non. Si on affirme des choses, il faut dire sur quoi ça repose et comment on est arrivé à cette conclusion. L'affirmation péremptoire dans notre domaine, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Il faut faire des études. Les affirmations sans preuve ne remplacent pas les études. Le seul espoir réside dans les études. Bonnes vacances. Voilà. J'ai fait 1h10, ça c'est pas... Ça aurait pu être pire. Bon, Monsieur Molleron, je vous ai vu tout à l'heure ébaucher une question sur les récidives, ou à propos des facteurs de risque. Dans une des diapos, il y avait dans les critères... Oui, des données cliniques allant dans le sens... Voilà, voilà. Et il y avait, alors, il y avait quelque chose qui me paraissait un peu identique dans la liste. Il y avait deux critères qui me paraissaient un peu identiques. L'un, c'était facteur de stress ou quelque chose comme oui. ça. Non, c'était stress, ça c'était en dernier. Oui. Et l'autre, c'était facteur de, je sais pas quoi, je sais plus, faudrait que je revoie. Effectivement, il y en avait un où j'avais mis que le mot stress. Voilà, stress c'était en bas, et l'autre c'était autre chose, mais ça ressemblait très fort. Oui, bah c'est et je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je voulais vous demander quelle était la différence. C'était quelque chose du style de facteur déstabilisant ou quelque chose comme ça. Bon. Et je me suis demandé quelle était véritablement la différence, parce que ça ne me paraissait pas évident. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Voilà, c'est pour ça que je me suis... Mais bon, j'ai plus le terme exact, il faudrait regarder. On peut le reculer, mais enfin bon. Je sais plus... Voilà, pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors ça... Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est peut-être celle d'après, ouais. Ah non, mais là, je me suis trompé de flèche. Voilà. Les 5 items cliniques Voilà, et voilà. Eh ben voilà. Eh ben c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Exposition à des facteurs déstabilisants, voilà. Ce qui n'est pas forcément un stress. Oui, alors ça... Oui. Bon. Je ne connais pas suffisamment l'échelle pour vous dire quelle est la différence entre les stress. Il n'y a pas facteur de stress, hein. Oui, c'est ça. Stress subi, et puis les facteurs déstabilisants. Je ne connais pas suffisamment le test, l'échelle. Vous avez raison. D'autres... oui. Bon. Vous avez dit tout à l'heure rejeter un système de continuum entre la personnalité pathologique et la pathologie. Avec des arguments que vous n'avez pas précisés. Non. J'aurais aimé savoir si vous aviez des exemples. Oui. Par exemple, l'histoire de la personnalité paranoïaque qui devient délirant paranoïaque. Il y a des gens qui ont des traits de méfiance, personnalité normale, un peu méfiant. Bon. Il y a des gens qui ont une personnalité paranoïaque, et puis au maximum, on dit il y a des psychoses paranoïaques. Eh bien, on a montré que ce continuum-là
ne concerne qu'un sous-groupe de délirants paranoïaques. Et qu'il y a un certain nombre de délirants paranoïaques qui n'ont pas de personnalité paranoïaque ou de personnalité antérieure paranoïaque. Les personnalités histrioniques. Et les personnalités histrioniques, il y en a plein qui, même très intenses, ne font jamais d'accident de conversion hystérique. Et puis, il y a plein de personnes qui ont une conversion hystérique qui n'ont pas de personnalité histrionique. Donc c'est dans le... C'est parce que c'est joli, c'est un modèle joli, puis la psychanalyse nous a habitués à ce discours-là, mais il est faux, il est faux. Il ne concerne, je ne dis pas qu'il est complètement faux tout le temps, il ne concerne que certaines personnes, c'est un sous-groupe de patients, et le problème reste entier pour la pathologie paranoïaque, mais complètement entier. Alors, pour poursuivre cette question-là, est-ce que justement c'est pas ce qu'on dit généralement par rapport à la psychopathologie et la psychose, c'est que justement c'est une rupture dans une histoire avec quelque chose qui ne se comprend pas dans l'histoire. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Ben oui. C'est ça? Oui. Donc ce modèle, le modèle du continuum, il n'est pas validé, prouvé, et les preuves qu'on a pour certains troubles ne vont pas dans ce sens-là, pas pour tous. Donc voilà pourquoi je considère que c'est une faiblesse des auteurs là, du MMPI. C'est une question de remarque, mais justement, parmi les questions préliminaires qui agitent le domaine de réflexion de la psychiatrie, c'est l'usage, l'utilisation pratique des échelles et la définition des personnalités. C'est vrai que moi, en tout cas, l'expérience que j'ai pu avoir sur la psychiatrie publique, c'est très très peu utilisé, très marginalement, et donc parfois il y a des étiquettes qui sont plutôt connotations physiques. La pertinence de l'utilisation de cette étiquette pour soigner, moi, elle m'a jamais paru évidente. Oui, mais vous n'êtes pas le seul. C'est là où je comprends très bien que ce soit. Et vous n'êtes pas le seul. C'est que pour les directeurs de ressources humaines, ça devient beaucoup plus utile. Il s'agit d'employabilité de gens, mais en matière de soins, c'est plus discutable. Je ne sais pas s'il y a des usages prometteurs dans le domaine qui est le nôtre. Ah si, parce qu'on a montré... alors, vous avez raison, quand vous relatez ce fait-là, et il y a une littérature actuellement très importante sur l'utilité clinique de tout ce qu'on est en train d'agiter en matière de personnalité. Alors, la question se pose, il y a des classifications qui sont peut-être plus cliniquement intéressantes que d'autres. Il y a des gens qui se passent très bien de classification de la personnalité et de ses troubles dans leur action thérapeutique. Il y en a d'autres qui s'en servent. On a montré, par exemple, dans les bénéfices à attendre d'une psychothérapie, qu'il y avait des éléments qui orientaient plutôt vers l'utilisation de telle variété de psychothérapie plutôt que telle autre variété de psychothérapie. Et dans ces arguments-là, il y a des facteurs de personnalité. Chez les gens qui se sont spécialisés dans les TCC, ils disent qu'un certain nombre de techniques sont contre-indiquées si il y a telle configuration, telle habitude de fonctionnement et qu'il faut plutôt s'adresser à... Enfin, vous voyez, donc là, on peut dire, ah oui, le repérage de telle configuration de traits a des conséquences sur le plan du choix de la meilleure technique. Alors, on peut dire ça, mais on peut dire aussi, ben oui, mais enfin ça c'est un luxe de riche, parce que de toute façon, comme on n'a pas les moyens de traiter tout le monde correctement, on fait avec ce qu'on a sous la main. Alors c'est très gentil de faire borderline, j'ai vu une littérature très importante sur les choses qui sont conseillées ou moins conseillées dans la prise en charge psychothérapique des borderline. Il y a ce que ça coûte, il y a le nombre de spécialistes formés pour le faire, et puis alors donc
oui, c'est intéressant sur le plan théorique, mais comme de toute façon, il y a des listes d'attente énormes et que de toute façon on fait que avec ces gens qui sont pas trop loin de soi et qui coûtent pas trop cher, ces arguments-là, c'est des arguments de riches. Et c'est vrai aussi, vous voyez. N'empêche que c'est quand même important. Je prends un exemple vécu pas directement par moi-même, mais pas loin, c'est les patients borderline suicidaires à répétition qui nous ennuient considérablement dans la vie. Comment il faut les soigner au mieux? Est-ce qu'il faut les hospitaliser à chaque fois qu'ils font une tentative de suicide? Et si on le fait longtemps ou pas longtemps? Et comment gérer les patients borderline dans les unités d'urgence, des patients qui arrivent, qui inondent les services? Comment il faut faire? Si on veut répondre à cette question, il faut impérativement faire une étude approfondie de la personnalité des patients, parce que c'est pas n'importe qui se suicide de façon répétée, et il faut pas, ces patients-là sont, après éventuellement avoir intéressé les médecins, sont victimes de rejet, puisque c'est la catastrophe. Ah, c'est encore elle, vous voyez, enfin bon. Alors, ces gens-là, comment il faut faire pour les soigner au mieux? Eh bien, quand on essaye de répondre à cette question, inévitablement, il faut utiliser une classification des troubles de la personnalité et du détail de quelle personnalité borderline il s'agit, et de faire une... Alors, il y a des endroits dans le monde où on fait des psychothérapies brèves d'inspiration analytique en Suisse, où on vous montre... oui, il faut tout faire pour ne pas hospitaliser tout le monde trop longtemps, et si on doit le faire, il vaut mieux utiliser tel type de technique que tel autre, et c'est des arguments. Là, le choix de la technique idéale à employer dépend de l'exploration de la personnalité. Oui. Une remarque, surtout quand tu disais, est-ce qu'on garde le psychopathe en question, le borderline longtemps ou pas? En France, c'est pas tellement possible de le garder longtemps parce qu'il y a les items administratifs. Oui. Voilà. Oui. Et donc on est un peu limité. Et j'ai une question. Et puis il y a des endroits où on les refuse complètement parce qu'ils ont besoin. Et puis il y a des endroits où on les refuse complètement, ce qui n'est pas non plus une bonne façon de traiter les gens. Oui. Une question. Oui. En plus de la remarque, comment est-ce possible que les deux personnes aient démissionné dans un groupe de telle ampleur intellectuelle? Comment ça se fait qu'ils sont... Alors, pour William John Livesley, je le sais parce qu'il a écrit les raisons. Il a écrit au moins 2 articles dans lesquels il développe les raisons pour lesquelles il a démissionné. C'est parce qu'il estime que on est dans l'erreur en restant dans les catégories. Alors lui, il a de formation, il est mixte, hein, il est psychologue et psychiatre. Et que toute solution hybride ne va faire que continuer l'insatisfaction du sujet, de tout le monde. Donc la seule façon d'en sortir, c'est la table rase. Et le psychologue de Amsterdam, qui est Verheul, la raison de sa démission est complètement différente. Elle est de dire il ne faut pas qu'on fasse table rase du passé et que l'on change complètement de paradigme. Si on fait ça, on ruine 30 ans ou 40 ans de recherche sur la personnalité et ses troubles. Donc il ne faut pas utiliser une solution drastique qui tue le passé de la recherche. En tout cas, c'est ce qu'il a dit comme argument principal de sa décision. Pourtant, c'est pas ce qui se passait, puisqu'ils étaient dans un groupe où justement on essayait de trouver une transition entre les catégories et les dimensions. Eh bien oui, mais lui, il a considéré que c'était pas non plus du tout la chose qu'il fallait décider. Donc il a trouvé ça comme trop... Ça n'allait pas assez dans le... Oui, oui.
Ouais, C'est moins ouais. évident que le premier. Et puis je ne sais pas tout, hein, parce que je ne faisais pas du tout partie de ce petit groupe, par ailleurs tout à fait compétent et intéressant. Et l'histoire de Kruger, Jean-Pierre Rolland, j'en ai plusieurs fois parlé avec lui, il a dit que il a raflé la mise, quoi. Que c'était un psychologue intelligent, habile, et qui a raflé la mise en mettant en avant l'argument scientifique versus le commerce au bon moment. Et l'histoire de mettre sur Internet gratuitement, c'est fabuleux. Parce qu'en plus, tu fais pur avec ça. C'est une question que je voulais poser. Est-ce que ça a fonctionné? Le fait de mettre sur Internet de manière gratuite, est-ce qu'il y a eu... Je ne peux pas dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis cette aventure, qui utilise en France cliniquement le Néo 3, c'est-à-dire l'outil très chiadé, et personne. Il n'y a aucune recherche. Et ça, je le saurais parce que les gens qui font ça, ils sont obligés de demander l'autorisation quand même. En revanche, des demandes d'utilisation à des fins de recherche du PID de Kruger, il y en a plusieurs. De gens qui ont demandé. Je ne sais pas ce qu'il en est arrivé, ce qui est advenu des études elles-mêmes. Mais il y a plusieurs personnes qui ont demandé. Et puis, la littérature, c'est pas toutes les semaines, mais pas loin, qu'il y a des articles sur PID versus quelque chose. Donc ça a flambé, quoi. D'autres choses? Tu crois qu'en Belgique, au centre de défense sociale, ils gardent plus les psychopathes suicidaires? Je pense, hein, d'après Oui. ce que nous disait Oui. la société. Oui. Ouais. Mais alors, dans le centre de Thierry Femme, ils ont aussi, la loi est très importante parce que, en effet, la politique de défense sociale n'a rien à voir avec notre système. Et alors, pour un chercheur, c'est fabuleux parce que là, Thierry Femme, il a sa population captive, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est la prison. Cet homme-là travaille en prison comme psychologue sur les criminels à récidivistes. Le rêve. C'est à quelques kilomètres de Lille. C'est de Nain, là, c'est tout près de la frontière belge. Oui. Moi, je voulais dire que ce séminaire, il nous expose à des facteurs déstabilisants. Parce que tu nous as bien montré aujourd'hui combien de centaines de psychiatres et de psychologues ont écrit des milliers d'articles pour construire des systèmes extrêmement élaborés pour avoir des diagnostics de plus en plus précis. Et à la même place, il y a quelques semaines, il y avait Daniel Zaguri qui, à propos du docteur Petiot et des centaines d'expertises qu'il a fait, en particulier sur les serial killers, était très très loin de ces diagnostics aussi précis, puisqu'à la fin, il a fini par nous dire il faut peut-être avouer que chez ces gens, il y a une facette psychotique, une facette psychopathique, mais il y a aussi une facette néphrotique avec une grande capacité d'adaptation et de manipulation. Ouais. Donc vraiment là deux mondes qui... Je suis d'accord. Avec ce constat. Bah, si c'était aussi simple que ça, vous n'auriez plus beaucoup de travail. Hein. Oui, mais alors ça, c'est pas demain. Alors là... Ou alors il va falloir marcher longtemps. Bon. Alors, là, ce coup-ci, je suis à la retraite. Hein. Donc, voilà, vraiment. Alors, je vous dis que pour ceux qui sont en DES, là, c'est pas parce que vous avez validé cette année le stage qu'il ne faut pas revenir l'année prochaine, parce qu'il va y avoir un grand changement dans le séminaire de l'année prochaine. Le séminaire va être organisé par François Bing et le professeur Bernard Granger, qui s'intéresse à ce sujet depuis,
l'histoire et la philosophie, les relations entre philosophie et psychiatrie depuis longtemps, et apparemment il a accepté de continuer avec François ce séminaire, donc il va avoir un renouveau. Alors on remercie quand même le professeur Bielski, Oui, parce certes, que non certes. seulement il nous a fait la prestation d'aujourd'hui, mais ça fait 15 ans qu'il coordonne 15 ans, mon Dieu, 15 ans, mon Dieu. qui coordonne ce séminaire, et donc il faut le remercier. Alors, il prétend qu'il part à la retraite, et puis il nous a dit tout à l'heure qu'en fait il changeait de personnalité, puisque ça fait Zorro maintenant. Il devrait se... Non, mais ça, c'est le facteur 15. Il a tout compris. Il a tout compris. Merci, mesdames de la bibliothèque, à vous pour votre assistance.